Connaissance, recherche, sciences, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs. Ceci est la médaille Darwin-Wallace, créée en 1908 pour le cinquantenaire du premier exposé public de la théorie de la sélection naturelle devant la Société linnéenne de Londres par Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. Cette médaille a été décernée 3 fois, en 3 paquets plus exactement, 1908, 1958 et 2008. Il y a d'après les règlements une médaille d'or et une médaille d'argent. La médaille d'or a été attribuée une fois à Wallace, qui est mort en 1912, et une quarantaine de fois à des savants tels que Holden, Fischer, mais aussi des Français, Roger M. par exemple, ou Maurice Collery, et plus récemment Lynn Margulis, Joseph Fezelstein, Stephen Jay Gould et d'autres. Il me semble impossible de commémorer Darwin sans commémorer aussi le darwinisme, c'est-à-dire un état d'esprit scientifique, dont l'un et l'autre, comme deux faces, représentent des controverses vives qui explique sa validité heuristique dans le temps. Darwin et Wallace ont été des alliés indéfectibles tout au long de la vie de Wallace et de Darwin. Ils ont cependant entretenu des controverses fondamentales sur des sujets scientifiques extrêmement importants. Je ne les détaillerai pas ici, ceci a été fait ailleurs, mais ils se sont disputés sur l'usage du mot de sélection, sur la question des niveaux de sélection, très grande controverse sur la sélection sexuelle, et des accords majeurs sur des grandes classes de phénomènes dont Wallace estimait qu'ils ne pouvaient être expliqués que par la sélection naturelle, comme l'origine de la stérilité hybride, c'est quand même le problème de la spéciation, et l'origine du dimorphisme sexuel. Ils se sont aussi disputés sur la question de l'origine de l'homme et des races humaines, mais sur ce point, Wallace s'est distingué de Darwin en refusant précisément une explication par la sélection naturelle. Enfin, leur désaccord portait aussi sur la portée du principe de sélection dans l'évolution. Wallace, comme on sait, était pan-adaptationniste et pansélectionniste, ne tolérait qu'une seule exception, l'homme, tandis que Darwin était beaucoup plus prudent. Je parlerai ici exclusivement de l'origine de l'homme. De plus, je n'en parlerai que d'un point de vue particulier, à savoir l'origine des facultés morales et mentales de cette espèce tout à fait particulière. Je vais commencer par donner un portrait caricatural des deux hommes pour bien apprécier les différences que nous observerons par la suite. Ils sont, comme on dit de manière assez peu réfléchie, dans la force de l'âge, est-ce 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Enfin, là, ces portraits datent de leur communication conjointe devant la Société linnéenne de Londres à 2 ou 3 ans près. Bref portrait de Darwin. En 1859, c'était un savant de réputation bien établie. Il avait publié 10 livres. C'était aussi un remarquable écrivain. L'un de ses livres d'objets scientifiques était néanmoins un livre de voyage, le voyage du Beagle. Après l'origine des espèces, il publia 9
autres ouvrages, ces 20 livres obéissent à un agenda qui se veut exclusivement scientifique, comme les 156 articles qu'il a publiés au cours de son existence. Il disposait d'une fortune familiale conséquente, il n'eut jamais besoin de travailler. Il représente, à mon avis, l'archétype assez rare, dans les temps modernes, 19e, 20e siècle, d'un savant dont les œuvres n'ont jamais répondu à des sollicitations professionnelles, comme par exemple l'enseignement ou tout simplement le besoin de gagner sa vie en vendant des articles ou des livres. En outre, bien que ses conceptions évolutionnistes eussent d'emblée eu un immense retentissement en philosophie, en politique et dans la culture en général, il n'a jamais éprouvé le besoin de publier de libres essais. Même sur les sujets les plus chauds, comme on le verra dans un instant, comme l'évolution humaine, l'agenda se veut exclusivement scientifique, même si nous pouvons en juger autrement. Le profil de Wallace est bien différent. Instruction scolaire sommaire, il travaille à 14 ans comme apprenti géomètre, puis comme instituteur. À 14 ans précisément, il entre aussi en contact avec des disciples de Robert Owen, dont les idées socialistes et utopiques le marquent pour la vie. De 1842 à 1862, il explore des terres et des peuples inconnus en Amazonie, puis dans l'archipel malais. Il y collecte des spécimens d'insectes rares qui lui assurent un revenu confortable et s'intéresse au peuplement humain de l'archipel, laissant au passage une des œuvres biogéographiques les plus importantes de toute l'histoire de cette discipline. L'œuvre en son entier est impressionnante, 754 titres, dont 23 livres. Œuvre aussi extrêmement diversifiée, à la différence de Darwin. De nombreux travaux naturalistes en géologie, systématique, biogéographie, évolution, mais la moitié des écrits a porté sur toutes sortes de questions anthropologiques, sur la nationalisation des terres, sur des questions sociales et économiques variées, sur le spiritualisme qu'il adopta en 1867 publiquement, sur la vaccination à laquelle il était opposé, sur le militarisme, sur l'impérialisme, sur le mouvement ouvrier, sur le vote des femmes et sur l'eugénique, dont il a sans doute été le plus virulent opposant à partir de 1890. Pas plus que Darwin, Wallace n'eut jamais de position universitaire, mais pour des raisons différentes. Ce n'est pas qu'il n'en voulait pas, c'est qu'il n'y a pas réussi. À certains moments de sa vie, et puis tout simplement, on était en Angleterre, il n'était pas pasteur, il ne pouvait l'être. À certains moments de sa vie, il fut au bord de la misère, à laquelle il n'échappa que grâce à une modeste bourse de la couronne que Darwin obtint pour lui. En 1900, néanmoins, il était probablement le naturaliste anglais le plus connu dans son pays et dans le monde. Deux profils sociaux de savants, donc extrêmement différents. Je vais en parler de manière séparée et successive, car justement, à la différence d'une méthode que j'ai utilisée pour toutes les controverses qui ont séparé Wallace et Darwin, celle sur l'origine de l'homme ne se prête pas à ce style. Ces controverses n'ont pas été fondatrices du darwinisme. Sur ce sujet-là, Wallace n'a pas été plus darwinien que Darwin. On sait en effet qu'il a publié plusieurs livres dans les titres desquels il y avait le mot darwinisme, se permettant quand même de dire ce que devait être l'authentique darwinisme en décalage quelquefois très significatif avec son grand ami Darwin. Donc je vais les traiter successivement. Ce sont deux discours hétérogènes qui partent cependant d'une racine commune. Il nous faut partir les deux phrases uniques par lesquelles Darwin, en 1859, avait fait allusion à l'homme. La psychologie sera refondée sur la base de la nécessaire acquisition par degrés de chaque faculté et capacité mentale. Une lumière sera jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. Rien de plus. Il n'est question ni de descendance commune, ni de sélection naturelle, le programme étant pointillé. Il est revenu à Wallace en 1864 de produire le premier écrit dans lequel la théorie de la sélection naturelle a été appliquée à l'homme. Cette conférence a été prononcée devant la Société anthropologique de Londres, qui venait d'être fondée un an plus tôt, dont je dirais volontiers qu'elle était un ramassis d'ultra-racistes,
Wallace y ferait plutôt figure à nos normes d'aujourd'hui d'antiraciste, mais vous le qualifierez probablement comme un raciste lorsque vous en aurez pris connaissance. Je suis conscient de l'anachronisme qu'il y a à utiliser ce mot au XIXe siècle. Il n'existait tout simplement pas, mais je crois que nous pouvons tout simplement le projeter. Dans cet ouvrage, Wallace déclare d'abord que l'antiquité de l'homme est grande. Il parle de 100 000 ans, il dit peut-être bien davantage, 10 millions d'années. Il propose aussi d'appliquer la théorie de la sélection naturelle à la genèse de l'homme et de ses facultés morales et mentales. Chez les animaux, dit-il, l'action de la sélection naturelle n'est efficace que parce qu'il n'y a pas d'assistance mutuelle entre les adultes. Or, il en va différemment chez l'homme, où la sympathie, la division du travail, l'entraide sont universellement répandues. Dans l'espèce humaine, dit Wallace, ce ne sont pas les caractères physiques, mais des qualités mentales et morales qui comptent pour la survie. J'ai un problème. Et c'est ainsi qu'il déclare « Les tribus dans lesquelles de telles qualités mentales et morales ont prédominé doivent avoir eu un avantage dans la lutte pour l'existence sur les tribus dans lesquelles elles étaient moins développées, et elles ont dû survivre et maintenir leurs effectifs, tandis que d'autres ont dû décroître et finalement succomber. » Ce processus, explique Darwin, a produit ce qu'il appelle une grande révolution dans la nature. Cette force que nous appelons esprit, écrit-il, est devenue plus importante que la structure du corps. L'homme a retiré à la nature le pouvoir qu'elle a de changer la forme et la structure externe des autres animaux. Ainsi donc, nous voyons que chez l'homme, la forme physique s'est figée, mais toute évolution n'a pas pour autant cessé. La sélection naturelle a continué d'agir au niveau des qualités mentales et morales, elle y a pris la forme d'une sélection entre groupes. Ceci conduit Wallace d'ailleurs à une vision qu'on pourrait dire ultra-pessimiste et ultra-optimiste, ou mélioriste, des rapports entre les peuples civilisés et les autres. Voici ce qu'il écrit. « Si mon raisonnement est juste, phrase extrêmement célèbre qui lui a été beaucoup reprochée, il doit inévitablement s'en suivre que les races supérieures, les plus intellectuelles et les plus morales, doivent évincer les races inférieures et dégradées, et que le pouvoir de la sélection naturelle, entre guillemets, puisqu'il a quand même fait 3 ou 4 pages d'éloge de Darwin, le pouvoir de la sélection naturelle qui agit encore sur son organisation mentale doit indéfiniment conduire à l'adaptation la plus parfaite des facultés les plus hautes de l'homme aux conditions environnantes et aux exigences de l'état social. » C'est un constat noir qui, cependant, se dessine sur arrière-fond d'une vision mélioriste de l'avenir de l'humanité. Un jour, en effet, dit Wallace, il n'y aura plus qu'une race unique et homogène où aucun individu ne sera inférieur aux plus nobles spécimens existants de l'humanité et où tous les hommes développeront pleinement leurs capacités dans la liberté et dans la justice. On voit pointer ici les convictions socialistes de Wallace. Il y eut une discussion après la communication de Wallace devant la Société anthropologique. Certains membres lui demandèrent si l'extermination d'une race ou d'une nation par une autre suffit à prouver sa supériorité. Il existait, il faut le signaler, une littérature extrêmement abondante sur l'extermination des peuples, surtout de l'hémisphère sud, par ceux de l'hémisphère nord. Et il est clair que d'un point de vue idéologique, la théorie de la sélection naturelle y a, je ne dirais pas puisé son inspiration, mais qu'elle y a trouvé des modèles démographiques. Le texte de la réponse de Wallace ne laisse planer aucun doute sur ce qu'il pensait être alors les races supérieures. Il répondit en effet d'une simple phrase « Le simple fait qu'une race en supplante une autre prouve sa supériorité ». Il ajouta aussi, un an plus tard, « Je crois qu'au cours, pour bien mettre les points sur les i, je crois qu'au cours des prochains siècles, cette lutte donc, entre les peuples civilisés et les autres se poursuivra à un rythme tel que les grandes races qui ont jusque-là dominé leur propre région
les Noirs, les Hindous et les Mongols, car en ce qui concerne les autres, les Tasmaniens, les Indiens, etc., les Indiens de je ne sais plus où, ils ont déjà pratiquement disparu, disait-il. Donc en ce qui concerne les races qui ont dominé leur propre région, eh bien, elles commenceront à pâtir. Je ne peux croire que le progrès de la civilisation et de la science s'arrêtera. Je crois au contraire dans l'absorption et l'éviction des races inférieures par les races supérieures, jusqu'à ce que le monde nouveau soit de nouveau habité par une race homogène. Le globe appartiendra donc très bientôt à l'homme civilisé. J'utilisais de manière un peu hardie tout à l'heure le mot de racisme, c'est cela qui a fait caractériser un siècle longtemps après, en particulier par Stephen Jay Gould, Wallace comme un abominable raciste. Il faut relativiser. Wallace était de ceux qui déploraient les violences et la cruauté avec laquelle les peuples du Sud étaient décimés. Il y en avait d'autres qui en faisaient la théorie et qui disaient que c'est ce qui devait être. C'était le sens de ma réserve sur le racisme de Wallace. Quoi qu'il en soit, le cours des pensées de Wallace a pris un tout autre cours à partir de 1869. En 1869, il publie en effet une analyse élogieuse de deux ouvrages de Charles Lyell sur la géologie. Lyell était connu comme un grand ami de Darwin, son mentor, et pour le soutien donc qu'il lui avait apporté. Mais Lyell pensait que la théorie darwinienne ne s'appliquait pas dans un cas et dans un seul, à savoir l'homme, dont l'apparition requérait selon lui un acte spécial de création. Wallace prit l'occasion de son analyse de Lyell pour exprimer son changement d'attitude sur la question de l'origine de l'homme. Après un long hommage à Darwin dans un très beau texte, il en vient à dire que ni la théorie de l'évolution en général, ni la théorie particulière de la sélection naturelle ne peuvent expliquer l'origine des caractères distinctifs de l'espèce humaine. Dans la citation que vous avez sous les yeux, il écrit « La nature morale et ses pouvoirs intellectuels supérieurs est un phénomène unique. Elle est difficile à concevoir comme ayant dû son origine à une quelconque loi de l'évolution. » Retournement complet. Nous allons plus loin et nous soutenons que certaines caractéristiques de la race humaine ne sont pas explicables par la théorie de la variation et de la survivance du plus apte. Le cerveau, les organes de la parole, la main et la forme extérieure de l'homme soulèvent des difficultés spéciales de ce point de vue. Wallace soutient en effet que tous ces caractères qui sont présents chez les peuples les plus primitifs à un degré comparable à ceux qu'ils sont dans les sociétés civilisées se sont développés chez eux bien au-delà des besoins réels de leurs possesseurs. Pourquoi des capacités de raisonnement et d'abstraction dans des sociétés qui n'ont pas connu de développement scientifique? Pourquoi une peau imberbe chez des peuples qui ne connaissent pas le vêtement? N'est-ce pas alors un désavantage? Même perplexité devant la taille uniforme du cerveau dans toutes les races humaines. Enfin, même perplexité, en élargissant le cercle, devant le fait que les quadrumanes, c'est-à-dire les primates dont les 4 membres se terminent par une main préhensile, ont des mains si délicatement organisées, préfigurant la main humaine, alors que Wallace dit un peu naïvement qu'ils n'en ont pas vraiment l'usage. Et il conclut « Bien qu'en admettant pleinement l'efficacité de grandes lois organiques du développement, en ce qui concerne l'origine de la race humaine ainsi que de tous les êtres organisés, il semble qu'il y ait des preuves d'un pouvoir, grand P, qui a guidé l'action de ces lois dans des directions définies et pour des buts spéciaux. » D'où l'idée, ça c'est pas dans le texte, excusez-moi, j'ai mal monté ma citation, d'où l'idée, citation de nouveau, d'une intelligence séparée qui a dirigé l'action de la variation, de la multiplication et de la survivance pour ses desseins, et d'une véritable réconciliation entre science et théologie. Darwin fut consterné. Voici ce qu'il lui écrivit dans une lettre du 26 janvier 1870. « Je gémis au sujet de ce que vous dites de l'homme. Vous écrivez comme un naturaliste métamorphosé dans la direction rétrograde, vous, l'auteur du meilleur article jamais paru dans Anthropological Review, celui de 1864. C'est comme ça qu'écrit Darwin dans le texte, ce n'est pas une orthographe française, mais j'ai voulu le reproduire. Il ne faut cependant pas se mépendre sur le sens des propos de Wallace. Il n'a jamais plaidé en faveur d'un acte instantané de création séparé de l'homme.
Il a toujours dit au contraire que l'espèce humaine avait été le fruit d'une évolution longue et complexe, où la sélection naturelle a joué son rôle. Son idée, aussi surprenante qu'elle puisse paraître chez ce naturaliste qui avait une vision du pouvoir de la sélection naturelle beaucoup plus radicale que chez Darwin, aussi longtemps qu'il ne s'occupait pas de l'homme, était celle-ci. Son idée, a-t-il écrit vers la fin de sa vie en 1912, ou plus exactement c'est un entretien qui a été publié, l'intention du créateur a été de répandre la vie d'une infinité de manières dans le but du plein développement de l'esprit de l'homme. Ce retournement, au fond, pour des raisons qui tiennent à son engagement pour le spiritualisme, ce retournement de Wallace n'est cependant pas la chose la plus spectaculaire. En effet, il s'est accompagné d'une réflexion de ce que j'appellerais volonté un spécialiste de sciences sociales. Wallace était sans doute l'un des plus fameux des naturalistes de son temps, mais d'innombrables auteurs l'interpellaient comme un sociologue et il prétendait avoir un volet important, environ 200 articles, de production sociologique. Le plus remarquable, en effet, dans l'itinéraire de Wallace est qu'il a finalement renoncé à sa vision originelle de l'inégalité mentale et morale des races humaines. En effet, tandis qu'il a réitéré de nombreuses fois ses propos de 1864 sur l'inéluctable remplacement des races inférieures par les races supérieures, on observe tout au long de sa vie une montée en puissance d'un thème antagoniste. Par exemple, dans une correspondance privée de 1855, il écrivait déjà « Plus j'observe des peuples non civilisés, plus je pense du bien de la nature humaine dans son entier, et les différences essentielles entre les prétendus civilisés et l'homme sauvage semblent disparaître. » Il lui fallut cependant 35 ans pour que cette idée confidentielle vienne à s'exprimer publiquement et à se marier à celle du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution humaine. Selon Wallace lui-même, le facteur déclenchant de ce changement a été sa conversion au spiritualisme, mais manifestement d'autres facteurs ont joué, sa critique de l'impérialisme, l'horreur qu'il a ressentie à l'observation des méfaits de l'esclavage au cours d'un voyage aux États-Unis. Là, c'est pour le voyage aux États-Unis. Sa croisade contre l'eugénique à partir de 1890 et sa prise de conscience de la très grande difficulté de la question scientifique de l'origine de l'espèce humaine. Je conclurai ma présentation de l'évolution de Wallace sur la question de l'origine de l'homme, et en particulier des qualités mentales et morales de cette espèce, en notant les 4 doctrines qu'il a progressivement élaborées à partir de 1890. Ce n'est pas la bonne diapo. Il manque quelque chose là. Oui. Première doctrine. La première doctrine est le refus de l'hérédité de l'acquis qu'il a adopté dans les années 1880 en lisant Francis Galton et Weismann, qu'il n'aimait d'ailleurs pas beaucoup par ailleurs pour des raisons, je dirais, politiques. Mais il s'est approprié cette doctrine et en a conclu que, quant à l'homme, les inégalités des races ne peuvent être dues à l'assimilation de leur progrès culturel dans leur patrimoine héréditaire. La seconde doctrine est que le développement des sciences et des techniques chez les peuples civilisés ne démontre aucune supériorité mentale. C'était pourtant l'un des arguments majeurs de ses contemporains. La troisième est que les différences dans la nature mentale et morale des peuples témoignent de la créativité indéfinie des facultés psychiques humaines. Et enfin, la dernière, c'est qu'aucun être humain ne peut être dit intrinsèquement bon ou mauvais. Dans un système social garantissant l'égalité des chances, tout individu peut devenir utile, pour utiliser le terme par lequel il construisait toute sa théorie de la sélection naturelle, le fameux principe d'utilité. J'en viens maintenant à Darwin. Darwin et l'esprit, une photo qui a quelques semaines, c'est un acteur canadien déguisé en Darwin devant l'abbaye de Westminster. Vivant, ça nous change de la statue que nous sommes habitués à voir à l'intérieur de Westminster. Donc l'itinéraire de Darwin est bien différent. D'un bout à l'autre de la vie, il a voulu incorporer la genèse des facultés morales et mentales à son grand tableau
de l'histoire de la nature. Mais comme je vous ai dit, il lui a fallu attendre très longtemps avant d'en parler. En fait, il lui a fallu attendre 1871 avec la publication de La descendance de l'homme. Il y explique dès les premières lignes l'objectif premier de ce livre, montrer que l'homme, comme toute espèce, descend de quelque forme préexistante. C'est la formule. C'est qui nous a été rappelée, je crois, hier par Pierre Corvol. Ceci étant dit, Darwin utilise dans les chapitres consacrés justement à ce problème dans la descendance de l'homme deux salves d'arguments. Il y a d'abord des arguments morphologiques et anatomiques, conformations homologues, développement embryonnaire, organes rudimentaires. Je ne m'y attarde pas. Mais la majorité des chapitres est destinée à établir la continuité des facultés psychiques entre les hommes et les animaux. Il écrit « La différence entre l'esprit des animaux les plus élevés n'est qu'une différence de degré et non d'espèce. » Les facultés morales, précise-t-il, sont celles qui distinguent le plus l'homme des animaux. Les facultés morales plus que les facultés intellectuelles. Enfin, il en tire comme conséquence qu'on devrait absolument éviter de classer l'homme dans un règne à part dans les classifications zoologiques. Ce n'était pas une prise de position contre les naturalistes du XVIIIe siècle, ou certains d'entre eux, à tout le moins, c'était une prise de position contre ses contemporains, soit des évolutionnistes comme Wallace, soit des fixistes comme Owen, qui plaidaient pour la constitution dans la systématique zoologique de l'homme en un règne à part. Il n'y a pas eu pour Darwin de révolution dans la nature, il y a eu simplement l'apparition d'une espèce tout à fait remarquable, mais en continuité avec les facultés psychiques des précédentes. J'en viens directement à quelque chose de tout à fait remarquable, qui est la manière dont Darwin a mobilisé la théorie de la sélection naturelle pour expliquer la genèse des caractères intellectuels et moraux de l'homme. En fait, Darwin a mobilisé deux modalités de la sélection naturelle et on comprend qu'il lui a fallu attendre longtemps après l'origine des espèces pour élaborer cette théorie. Il mobilise d'une part une sélection individuelle, c'est-à-dire qui agit sur des différences ou variations individuelles pour le bénéfice des individus et de leur descendance, et d'autre part une sélection agissant sur des différences individuelles, toujours, mais pour le bénéfice de la communauté. Il faut rappeler ici que dans l'origine des espèces, Darwin avait exprimé les plus extrêmes réserves sur un processus de sélection naturelle ou des processus de sélection naturelle qui agiraient à un niveau autre que celui de l'individu. Mais il avait fait une exception, qui a donné lieu d'ailleurs à des corrections dans les éditions successives de l'origine des espèces. Cette unique exception est celle du dard des hyménoptères, des abeilles, des guêpes, etc. Si l'aptitude à piquer est utile à la communauté, elle réunit tous les éléments nécessaires, disait-il, pour donner prise à la sélection naturelle, bien qu'elle puisse causer la mort de quelques-uns de ses membres. Cette citation est la signature indubitable du fait que Darwin, contrairement à ce que beaucoup ont écrit dans le passé et moi-même, a bien admis dès le début l'éventualité d'une sélection de groupe. Dans la descendance de l'homme, Darwin fait une large place à la sélection de groupe, mais il distingue subtilement deux sens qui ne sont pas tout à fait les sens contemporains de la sélection de groupe, il l'appelle la sélection de communauté en fait. Et il distingue deux sens des variations utiles pour la communauté. Il y a les variations avantageuses à la communauté et secondairement pour les individus. Et il y a les variations avantageuses à la communauté, mais non à leur porteur au pluriel. Exemple, le dard de l'abeille ou, dans le premier cas, les cornes des ruminants. Elles défendent le groupe, mais elles permettent aux individus de se placer, au fond, dans le jeu de la sélection sexuelle. En fait, c'est cette distinction entre deux modalités de sélection de traits avantageux à la communauté que Darwin puise son inspiration pour expliquer deux classes de faits. D'une part,
l'émergence des facultés intellectuelles, d'autre part celle des facultés morales. En ce qui concerne les facultés intellectuelles, elles sont expliquées par une sélection qui joue à l'avantage à la fois des individus et des communautés. Et en ce qui concerne les facultés sociales et morales, elles sont avantageuses à la communauté, mais défavorables en général à leurs porteurs. Voici des citations qui illustrent cela. Facultés intellectuelles. Si une nouvelle invention, dans le monde des techniques, est importante, la tribu augmente en nombre, elle se répand, elle supplante d'autres tribus, elle devient plus nombreuse, et les individus donc, qui ont montré ces variations transmettent à leurs enfants leur supériorité mandale et donc font plus de descendants. En ce qui concerne les facultés sociales et morales, il y a paradoxe. Comment un individu peut-il se reproduire et laisser des descendants ayant les mêmes capacités d'autosacrifice que lui-même si justement il ne se reproduit pas? Darwin résout le paradoxe en disant ceci: si une tribu renferme beaucoup de membres qui possèdent à un haut degré l'esprit de patriotisme, de fidélité, d'obéissance, de courage et de sympathie, qui sont toujours prêts par conséquent à s'entraider et à se sacrifier pour le bien commun, elle doit évidemment l'emporter sur d'autres tribus. Or, c'est là ce qui constitue la sélection naturelle. Grande surprise parce qu'il n'avait jamais écrit ça auparavant. Il a fallu l'homme pour qu'il puisse l'écrire. Ceci conduit à un processus absolument implacable. Le bien général, Darwin appelle bien général ou bien de la communauté, précisément, la prospérité démographique d'un groupe. Il explique que c'est un mécanisme implacable. Ceci passe par la pire cruauté et par le pire mépris pour les membres des autres communautés. L'altruisme, au sens où ce mot est couramment utilisé aujourd'hui en référence à l'évolution, est une chose épouvantable. Chez les peuples primitifs, elle donne les tortures les plus imaginables qu'on puisse imaginer, mais chez les peuples civilisés aussi, qui ne se sont pas privés de l'esclavage. Il y a chez Darwin, et je terminerai sur ce point avant de résumer mon propos, une réflexion extrêmement insolite que j'avais toujours trouvée absolument confuse, jusqu'à ce que sa reprise par quelques spécialistes de psychologie cognitive, ou d'éthologie cognitive plus exactement, porte leur attention dessus. C'est la théorie darwinienne des vertus. Quel est le principe? Alors, Darwin explique l'évolution du sens moral en disant il le dit très solennellement, qu'il ne doit pas, il ne peut pas être fondé sur l'égoïsme ou le principe du plus grand bonheur. Référence explicite à Stuart Mill et à son utilitarisme, ou ce que l'on appelait à l'époque la théorie dérivative de la morale. L'évolution du sens moral a reposé sur le bien général de la communauté, compris en un sens démographique. Définition du bien général, general good, c'est le moyen qui permet, le moyen, pas le but, c'est le moyen qui permet d'élever le plus grand nombre possible d'individus en pleine santé, en pleine vigueur et doués de facultés aussi parfaites que possible, eu égard aux conditions auxquelles ils sont exposés. La première conséquence de cette théorie de l'origine du sens moral, et qui apparaît très clairement dans la première édition de La Descendance de l'homme, c'est que nos actes et nos jugements moraux ont en grande partie un caractère impulsif, c'est-à-dire antérieurement aux justifications a priori que nous pouvons en donner. Nous décidons moralement le plus souvent dans la vie de tous les jours avant d'appliquer des critères abstraits que nous trouvons chez des philosophes, dans le discours politique, etc., etc. D'où l'importance de la théorie des vertus, qui sont autant d'habitus susceptibles de peser pour ou contre le bien général de la communauté. Et c'est bien sûr là-dessus que la sélection naturelle agit. La conséquence numéro 2 de la théorie du sens moral de Darwin est une distinction tout à fait étrange. Je dois dire que mon passé de philosophe m'a empêché de la voir pendant très longtemps, parce que ça me semblait d'une confusion abominable, et je crois que ça ne l'est pas. C'est la distinction entre ce qu'il appelle les vertus sociales et les vertus personnelles, difficile à traduire en français, les self-regarding virtues, les vertus qui regardent vers le soi. Alors,
on comprend ce que signifie ce mot, mais Darwin ne donne pas de citation à cet égard, en se souvenant que le philosophe John Stuart Mill qualifiait ainsi les actions, les self-regarding acts, les actions qui n'affectent les intérêts de personne d'autre que ceux de l'agent, et sont donc, selon John Stuart Mill, moralement irréprochables. C'est une idée qui est souvent utilisée aujourd'hui, par exemple, pour justifier les pratiques sadomasochistes. Je ne dirais pas pour autant que c'est une vertu, mais ça ne nuit qu'à soi-même, si vous voulez. Bon. Alors, exemple de vertu sociale. Et c'est là que le texte est fascinant, qu'on a tendance à glisser dessus en se disant, bon, il fait de la philosophie maladroite. Non, non, il est très précis. Au fond, il s'appuie sur une littérature anthropologique et il essaie de... Et il nous dit, par exemple, les vertus sociales, il y en a deux principalement. La fidélité dans l'obéissance, par exemple, ou dans les engagements, et l'attachement à la vérité, la véracité, comme disent quelquefois les philosophes, la capacité de dire le vrai et que les autres croient qu'on dit le vrai. Il explique que ces vertus sociales sont enracinées dans les instincts sociaux, mais chez l'homme plus spécialement fondées sur la réputation, la louange et le blâme, et qu'elles s'appuient sur des vertus auxiliaires telles que le courage, l'autosacrifice, ce n'est pas l'autosacrifice par soi-même qui est une vertu sociale, le contrôle de soi, l'endurance et d'autres. En ce qui concerne les vertus personnelles, celles qui regardent vers le soi, il cite la prudence, la tempérance, la chasteté. Ces vertus s'appuient aussi sur les mêmes vertus auxiliaires, le courage, le contrôle de soi et parfois, plus rarement, l'autosacrifice. Par exemple, lorsqu'un fakir, dit-il, marche sur des chardons ardents, il le fait en fonction d'une idée de soi-même, de conventions qu'il juge être des préjugés. Ces vertus ne sont pas des vertus sociales. Monsieur Gaillon, J'arrête. Il va Voilà. falloir abréger. J'abrège et je termine. La doctrine conclusive de Darwin, c'est que, au fond, ces vertus personnelles, du point de vue de l'histoire de l'humanité, n'ont pas existé ou peu chez les sauvages, qu'elles sont hautement appréciées par les nations civilisées. Ceci a été dénoncé comme un propos éminemment racial. Mais l'autre face de la médaille, c'est celle de la supériorité des vertus et des règles strictement sociales sur les vertus et règles personnelles. Elles sont supérieures d'un point de vue évolutionniste, car à l'instar des instincts sociaux, elles regardent vers le bien-être des autres. Et Darwin conclut que de manière ultime, elles et elles seules sont susceptibles de rejoindre le discours de certains philosophes sur l'universalité de nos critères moraux. Je conclus donc. Itinéraire divergent de Wallace et de Darwin pour des raisons théologiques et politiques. Et deuxièmement, je conclus sur l'hérédité des caractères acquis. C'est une autre différence importante entre Darwin et Wallace. Darwin était intégralement lamarckien d'un point de vue biologique autant que culturel. En revanche, chez Wallace, nous trouvons dans l'hérédité dure un argument en faveur de l'égalité des pouvoirs mentaux et moraux des races. Je crois donc que nous trouvons chez ces deux grands savants une controverse qui nous dit beaucoup à la fois sur la question scientifique de l'origine des facultés psychiques de l'homme, mais beaucoup aussi sur les contextes sociaux dans lesquels ces spéculations se développent, et que d'une certaine manière, la structure de ce débat est toujours en place. Je vous remercie pour votre attention.